que soit votre état, vous pesez plus lourd, vous valez davantage, vous êtes plus riche, bref, que mon invité ce soir, le célèbre financier américain Donald Trump. Les mauvaises nouvelles, ça va peut-être pas durer parce que Donald Trump estime qu'il remonte rapidement sa pente. Et d'ailleurs, quand les collègues de New York Magazine ont voulu récemment lui consacrer une couverture, voici comment il choisissait d'être photographié en boxeur. Donald Trump estime qu'il mène un combat et qu'il va même remporter son combat. Nous redeviendrons donc tous plus pauvres que lui. Rappelons-nous cette spectaculaire chute alors que Donald Trump contrôlait un empire qui comprenait des casinos d'Atlantic City, l'hôtel Plaza de New York, sa propre ligne aérienne. Il incarnait les années 80. L'homme que vous allez voir qui se débat sous le poids de cette dette, mais qui arrive tranquillement à négocier avec ses banquiers, à qui ils font manifestement une certaine confiance. Donald Trump est un homme sans doute plus calme, plus modeste, mais c'est un homme qui estime que les beaux jours vont revenir, pas seulement pour lui, pour nous aussi. Il estime, somme toute, qu'il traverse un chapitre, une période plutôt mauvaise de son existence, qui coïncide avec la récession nord-américaine, mais que cela n'aura qu'un temps. Alors Donald Trump, toujours avec cet optimisme inaltéré et inaltérable, m'accordait cet entretien. Devinez où? Dans les bureaux de Trump Tower à Manhattan. Donald, parlons de votre comeback. C'est une très bonne période, Robert. Tout est à la hausse, les affaires, les marchés, tout. Les casinos d'Atlantic City marquent des records et le Taj Mahal est une excellente affaire. New York revient en force et je crois que je suis plus fort financièrement que je l'étais il y a 3 ans. Mais les gens se demandent, ils ont vu tomber Campo, Reichmann, d'énormes sociétés, ils se disent, mais quel est son secret à lui? Les relations. J'ai eu de bonnes relations avec mes banquiers. Ils savent que nous sommes des professionnels. Les banques ont besoin de savoir, 1, que vous êtes professionnel, et 2, que vous êtes honnête. Et je le suis. Depuis 2 ans, les casinos d'Atlantic City sont les seuls casinos américains 4 étoiles dans le Mobile Guide. Une excellente référence pour les banquiers. Et tout s'est merveilleusement bien passé. À New York, les édifices Trump réussissent mieux que tous les autres en termes de mètres carrés. Et j'ai eu la chance exceptionnelle d'obtenir du zonage dans le West Side, une centaine d'acres du côté ouest de Manhattan. Il est difficile d'avoir du zonage quand les temps sont bons, mais on peut en obtenir quand les temps sont durs. C'est une belle réussite et j'en suis très heureux. Et comment fait-on quand on a une dette monumentale sur le dos? Je sais, un jour, vous étiez 5e Avenue, vous avez aperçu un mendiant et vous avez dit, lui, il pèse 900 millions de plus que moi parce que vous aviez ça de dette. Comment fait-on? Il y a 2 ans, je valais probablement moins. Je monte de 2 ou 3 milliards et je descends de 900 millions comme un yo-yo. Il faut beaucoup de choses, de l'intégrité, de la persévérance, tenir bon malgré tout. Il faut un cerveau puissant. J'avais toutes ces qualités, semble-t-il. Mais ça a été plutôt difficile. Ce fut une période intéressante, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Et si vous aimez conclure des affaires, j'en avais suffisamment. Mais on croirait que le téléphone aurait cessé de sonner là au creux de la vague. Vous aviez toujours des deals. J'ai retravaillé des transactions déjà conclues. N'oubliez pas que c'était la dépression et non pas une petite récession. Bush disait « ça va bien, le pays va très bien ». Mais entre-temps, le commerce au détail, l'immobilier, l'entreprise, tout allait très mal. C'était si grave que les gens n'y croyaient pas. Et bien sûr, ce sont toujours les plus forts qui l'emportent. J'ai toujours dit, peu importe le domaine, ce sont les forts, les astucieux qui survivent. Pourtant, plusieurs n'ont pas survécu. Je l'ai vu même chez vous au Canada. C'est incroyable ce qui est arrivé à des gens que je croyais intelligents, mais qui l'étaient moins que je pensais. Ils n'ont pas survécu et c'est dommage.
Mais est-ce que la confiance en soi peut tout emporter? Je sais que vous avez mis votre nom sur des immeubles, vous avez écrit un livre en donnant vos secrets, vous aviez une confiance absolument énorme en vous-même, mais on ne peut pas imaginer que ça va avaler une dette, ça. Non, c'est une question de confiance. C'est le pouvoir de la pensée positive, et je ne parle pas de Norman Vincent Peale, un homme extraordinaire, très fort. Il faut être convaincu de son affaire. J'ai fait de bonnes affaires, sauf qu'une situation fortement capitalisée s'est transformée en situation de dette. Ils ont changé les lois fiscales au beau milieu du jeu. Le nouveau système créé en 1986 a été un désastre. Le pire système fiscal jamais inventé a détruit l'immobilier et d'autres industries comme les banques et les assurances. Ce système a très rapidement créé une grande pauvreté. Et si vous étiez particulièrement astucieux, vous pouviez en profiter. J'ai été favorisé par un ensemble de circonstances. Les casinos ont été excellents. Mais pourquoi les banquiers ne vous ont-ils pas tout pris? Parce qu'ils ont confiance en moi. Ils savaient que tout s'arrangerait. Prenez les détenteurs d'obligations qui ont investi dans les casinos. Ils ont tous réussi. Vous rachetez tout ça à rabais? Non, ça leur a vraiment profité. Les gens qui ont investi dans les hôtels Trump étaient dans une excellente situation. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas vendu, même en période difficile, par opposition aux autres. C'est facile à dire, mais est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir liquidé votre dette plus tôt, de ne pas avoir, de vous être remis sur une excellente position au départ? Est-ce que vous regrettez? Je ne regrette rien. J'ai appris bien des choses. Qui peut prédire l'avenir? Je savais que l'économie allait mal. Dans mon domaine, il faut prendre son temps. Si vous êtes propriétaire de General Motors et que des fabricants d'automobiles ont des problèmes ou que vous n'aimez pas les nouveaux modèles, vous dites à votre courtier de vendre vos actions et ça y est, vous êtes libéré. Mais l'immobilier, c'est autre chose. J'ai vendu l'hôtel St. Moritz à Central Park. Je l'avais payé 70 millions et je l'ai vendu à Allenbaum pour 180. Tout s'est bien passé car je ne l'ai pas gardé longtemps. Mais en général, ce genre de transaction prend des années. Il faut concevoir la transaction et faire le marketing. On peut mettre 1 an et demi ou 2 avant de conclure. J'ai été capable de sentir les marchés, de savoir que les choses se gâteraient et j'ai commencé à vendre. Mais le processus est très long et avant que tout soit conclu, après 1 an ou 2, les marchés ont déjà changé. Et vous qui aviez placé votre nom sur des livres, des casinos, des immeubles et qui aviez une excellente publicité, quand tout ça s'est inversé, ça a dû être cuisant. On se moquait de vous sur les talk shows. Les Japonais qui aimaient un immeuble Trump ont commencé à éviter vos condos. Plus maintenant. S'ils m'ont évité, ce n'est pas le nom de Trump qu'ils évitaient, c'était l'immobilier, point. J'avoue que le nom a souffert il y a 2 ans, mais aujourd'hui, il est encore plus fort. À Trump Palace, par exemple, le taux d'occupation des condos frise les 80%. C'est un superbe édifice dans Manhattan. Le nom est devenu un symbole très puissant. Et quand les choses ont tourné au vinaigre, tout le monde a été touché, mais c'est de moi qu'on a parlé. Vous étiez tellement visible. C'est vrai. Donc? La visibilité est toujours un atout, mais elle est toujours un handicap. Quand ça va bien, c'est un atout. L'interview que vous faites en ce moment parle d'un comeback. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, peut-être que ça vous serait égal. Donc c'est un atout et un handicap. Quand ça va bien, c'est tant mieux, mais quand ça va mal, c'est affreux. Il faut être fort et tenir le coup. Et avez-vous changé intimement? On dit que vous avez plus de compassion. Quand quelqu'un a un coup dur, vous l'appelez immédiatement pour le consoler. Qu'est-ce que c'était pour vous, cette période noire, cette période difficile? Comment s'est-elle passée? Comment vous a-t-elle transformé? Ce fut une période noire. Certains matins, j'aurais souhaité faire autre chose. Puis, pendant 1 an, ça a été assommant.
Mais il fallait que je garde l'esprit clair, que je me lance dans l'arène et que je lutte jusqu'au bout. Et j'ai réussi. Alors, je ne sais pas si je suis devenu plus doux, et j'ai du cœur même si les autres ne s'en aperçoivent pas toujours. J'en connais plusieurs qui vivent des moments difficiles. Certains amis ont tout perdu depuis 1 an ou 2, des gens intelligents, bons, qui embauchent, qui créent des emplois, et qui ont tout perdu. Mais je me suis trouvé dans un domaine profitable à Atlantic City et ça a été extraordinaire pour moi. On pourrait dire que je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Si je m'étais limité à l'immobilier, ça aurait été la catastrophe. Mais vous vous rappelez, l'optimisme de cette époque-là, c'était pas il y a si longtemps, et tout le monde s'endettait parce qu'on pensait que ça irait de mieux en mieux. Est-ce que c'était de la bêtise, ça? Oui, mais à l'époque, c'était ça le monde des affaires. C'était de la bêtise, mais il fallait protéger ses arrières. Et c'est ce que j'ai fait. On a pensé que je n'étais pas très réservé sur le plan fiscal, mais je l'ai probablement été. Quand on investit 4 milliards, les risques sont énormes. À l'époque, tout le monde disait que Londres serait la capitale financière du monde, l'Europe de 1992. Donc, Paul Reichmann, par exemple, a marché. Et à cause de la réputation de Paul, entre autres, tout le monde pensait que Canary Wharf serait une réussite. Personne n'a vu venir la catastrophe. Quelques problèmes peut-être, mais pas la catastrophe. Je n'ai pas parié comme ça. J'avais peut-être payé trop cher le meilleur édifice de la planète, le Plaza Hotel, ou quelque chose du genre. Au fond, ce n'était pas grand-chose. Ce sont des villes solides, importantes, mais ça n'a pas réussi. Mon meilleur atout, ce fut probablement Atlantic City, où le roulement de fonds est énorme et c'est ce qui m'a aidé à traverser une période très éprouvante. Eh bien, Donald, on va continuer à révéler en second rideau vos secrets. Madame, Monsieur, nous revenons à cette rencontre avec Donald Trump à Trump Tower à Manhattan. À tout de suite. Madame, Monsieur, re-bienvenue. Je m'entretiens avec Donald Trump. Et Donald, ceux qui critiquent l'industrie du jeu, celle qui est en train de faire votre comeback en ce moment, disent, eh bien, les entrepreneurs qui ont chuté, ils le méritaient, ils se sont endettés et n'ont rien créé. Qu'est-ce que vous répondez? Plusieurs des entrepreneurs qui ont fait faillite avaient créé beaucoup d'emplois. Il faudrait étudier chaque cas. Je connais des types de véritables ordures qui ont fait faillite, et c'est tant mieux. Ils n'avaient rien fait pour la société. Mais j'en connais qui avaient créé beaucoup d'emplois, qui avaient de grandes visées, et ça n'a pas marché pour eux. Ils ont fait faillite, et c'est dommage. On ne peut pas généraliser. Certains ne méritaient pas leur destin et d'autres l'ont vraiment mérité. Et quelle est la leçon fondamentale? Quand on a trop bu, on a la gueule de bois, on se dit qu'on ne boira plus jamais, mais là on se retrouve comme le capitaine Haddock devant une bonne bouteille, bon, et on cède. Alors est-ce que l'Amérique a renoncé à jamais à la belle vie, à l'endettement, à tout ça? Ou est-ce qu'elle va succomber à nouveau? Les deux sont vrais. Nous en avons tiré une leçon, mais tout le monde veut faire la belle vie, moi et tous les autres. Ceux qui s'en sont sortis veulent encore faire la belle vie. La vie, c'est la vie. On veut posséder des choses. Et ce n'est pas parce qu'on a une belle maison qu'on se dit tout à coup, voici les années 90, je ne veux plus de cette maison, donnez-moi une qui est moche. Ça ne veut pas dire que je veux un bateau moche plutôt qu'un beau bateau. On peut bien dire que les années 90 sont différentes des années 80. Mais il n'y aura pas grand-chose de changé. Ça a été très difficile au début, mais ceux qui ont survécu ont prouvé qu'ils sont plus brillants, plus forts et qu'ils ont plus de ressort. Plusieurs s'en sortiront, même plus forts qu'avant. Et je sais que quand vous réussissiez très bien, vous étiez implacable sur la question des ennemis. Vous disiez, il faut penser tout le temps à eux, il faut frapper très fort. Quand ils se sont réjouis de vos malheurs, qu'est-ce que vous avez pensé?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand je réussissais très bien. Il me semble que je réussis très bien aujourd'hui. Bon, mais alors disons à la première époque, ces gens-là vous attaquaient. C'est vrai, oui. Vous avez eu des querelles célèbres avec le maire Koch. Eh bien, prenez un type comme Koch, on avait toujours des ennuis avec lui. Tout le monde ou presque le reconnaît aujourd'hui. Koch est un type qui crée des ennuis. Il n'a pas été un bon maire. Le public est curieux, le public finit toujours par s'en apercevoir. Quant à mes ennemis, je ne raterai pas une occasion de faire tout ce que je peux pour leur rendre la vie désagréable. Et quand là, vous avez eu des problèmes, ces gens-là, évidemment, vous ont attaqué, ils rigolaient, vous étiez en train de vendre vos trucs. Comment vous vous sentiez? Ils s'en réjouissaient. Ça ne fait aucun doute. Et c'est curieux, je vais vous parler des médias parce qu'ils sont devenus mon plus grand ennemi en tant que groupe et peut-être individuellement. Certains jouaient franc, d'autres pas. Mais dans l'ensemble, j'avais une mauvaise presse il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Qu'ils m'aiment ou non, ça n'a aucune importance. Ils veulent le comeback parce que c'est de la nouvelle. Parce que c'est mieux que Trump survit ou Trump ceci ou cela. Ils veulent le comeback, même mes ennemis. Ils se fichent de moi, ils veulent la nouvelle. Certaines personnes ont été très loyales, d'autres quelque peu déloyales, pas complètement déloyales. De toute façon, ça revient au même. Mais je sais qu'on ne peut pas prédire qui sera loyal quand les temps sont durs. Je me croyais un expert de la nature humaine comme n'importe qui d'autre, or certains sur qui je comptais m'ont déçu. Ils vous ont raccroché au nez? Non, ils n'ont pas raccroché. Ils auraient pu soulager quelque peu la douleur, mais ils ont choisi de ne pas m'aider autant ou de ne pas m'aider, point. D'autres sur qui je ne croyais pas pouvoir compter ont été présents. J'ai compris qu'on ne peut pas savoir. J'aimerais pouvoir dire « lisez mon prochain livre et je vous dirai qui choisir, je vous donnerai tous les détails ». Mais de fait, ceux dont je n'attendais rien ont parfois été extraordinaires. D'autres personnes que je croyais loyales ne m'ont pas aidé. La seule façon de savoir a été d'être dans le pétrin. Dans mon premier livre, je disais « J'aimerais être en difficulté un jour. Savoir que je pourrais m'en sortir rapidement, mais avoir d'énormes problèmes juste pour voir qui serait loyal et qui ne le serait pas. Peut-être avais-je prédit mon propre destin, car tout ça s'est vraiment produit et j'ai su qui était loyal et qui n'était pas. Mais vous aviez tout de même eu très bonne presse auparavant, et quand on entend quelqu'un de célèbre se plaindre des médias, vous connaissez la réponse classique. On dit, eh bien, ce monsieur, grâce à nous, il a vendu des films, des disques, des condos. Vous aviez, n'est-ce pas, cette magie pour avoir la première page, la manchette. Oui, et je l'ai toujours. Je l'avais même en période difficile. Il y avait autant de reportages, sauf que j'avais une presse négative plutôt que positive. À l'époque du divorce, j'ai fait la une des journaux durant 28 jours consécutifs. Un record, je crois. C'était affreux. Que le reportage soit vrai ou faux, ils le diffusaient. Je les appelais et je leur disais que c'était faux. Le rédacteur en chef me disait « Don, il est trop tard ». Au fond, il savait que c'était faux, mais il publiait quand même parce que c'était payant. Vous savez, les journaux et les médias, si le reportage n'est pas payant, que vous soyez prospère ou non, c'est exactement pareil, ils ne publient pas. Si les taux d'audience de votre émission allaient baisser, vous ne feriez pas cette interview, vous choisiriez quelqu'un d'autre. Et je suis d'accord, je ferai la même chose. Mais il demeure que si ça se vend, ils vont publier. Dans certains cas, ils vont jusqu'à l'inventer parce que souvent, il n'y en a pas de nouvelles. En vous écoutant, j'ai l'impression que le divorce vous a fait bien plus mal que les ennuis financiers. Un divorce, c'est toujours douloureux. Sur le plan financier, je sais un peu ce qui va se produire. Je savais qu'on arrivait à une période difficile parce que j'ai toujours été en affaires. J'ai eu 20 bonnes années et une mauvaise période d'1 an et demi durant laquelle j'ai beaucoup appris. Les problèmes familiaux, c'est autre chose. C'est personnel et ça concerne les enfants. C'est toujours plus difficile. D'autres se sentiraient tout à fait incapables de démêler une situation financière complexe. Moi, ça ne m'a jamais trop dérangé, mais les problèmes de famille m'affectent à cause des enfants.
Mais n'était-ce pas plus douloureux encore parce que l'autre parti a riposté dans les médias où vous aviez dominé jusque-là? Le fait que l'autre parti riposte n'a pas de rapport. Quand un homme marié quitte sa femme, il n'a aucune chance de se faire entendre dans les médias. La presse va le traiter durement, même s'il avait de bonnes raisons de partir. Aujourd'hui, les gens constatent que j'avais bien des raisons de partir et plusieurs comprennent ma version des choses. J'en avais assez des défilés de mode, assez de toutes ces sottises, de toutes ces soirées. Je me suis dit, je travaille, je fais travailler beaucoup de monde, je veux rester en santé. Je veux rester à la maison pour me reposer. Les autres ont fini par comprendre. Mais à l'époque, tout ce qui comptait, c'était mon départ. Et c'est ça qui a fait les manchettes. Je n'avais aucune chance de m'en tirer. Je savais bien que la presse allait m'assommer, mais ça m'était égal. J'avais prédit que je n'y pourrais rien. D'une façon ou d'une autre, les choses ont fini par s'arranger. Assez bien, d'ailleurs. Votre père, Fred Trump, est un magnat immobilier qui, lui, ne s'est jamais endetté et qui va toujours très bien d'ailleurs. Et dans votre premier livre, vous le taquinez parce que lui, il aurait aimé que Trump Tower, là où nous nous trouvons, soit un immeuble plus modeste. Aujourd'hui, trouvez-vous qu'il avait une certaine sagesse que vous auriez dû avoir? Nous sommes très différents, mais nous nous ressemblons beaucoup. Sauf que mon père construisait dans Brooklyn et Queens. Il achetait des terrains dont je n'aurais pas voulu. En 50 ou 60 ans, il a monté une entreprise différente du genre d'entreprise que j'aime. Mais c'était une excellente affaire là-bas dans la banlieue. Moi, je voulais Manhattan et les grandes tours. Je voulais vendre des appartements à Johnny Carson et Sophia Loren. Et je l'ai fait à ma façon. Je vous réponds que non, parce que l'exemple que vous citez, Trump Tower, a fini par être l'édifice qui remporte le plus de succès à New York. Le meilleur complexe de condos jamais construit à New York. Il a marché dès le début et il marche toujours. Mon père disait, non, il s'intéresse à la grandeur des placards, il ne regarde pas l'extérieur. Je n'étais pas d'accord et je crois que je lui ai prouvé le contraire, qui sait. Quand vos ennuis ont commencé, quel conseil vous a-t-il donné? Il ne s'est jamais inquiété à mon sujet là-dessus. Il disait, regardez bien, ce garçon peut faire des choses extraordinaires. Je suis sûr qu'il va trouver la solution. C'est probablement le divorce qui l'inquiétait le plus. Une notion qui le dérange. Mes parents sont des gens extraordinaires, mariés depuis 55 ans. Le divorce l'a plus dérangé que l'aspect financier parce que les affaires, c'est ma vie. C'est ce que je fais. Où voulez-vous être dans 10 ans? Je ne sais pas. Ma vie me satisfait vraiment. Je crois que j'apprécie mes réalisations davantage aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans. À l'époque, ça faisait toujours boum, 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 alors qu'après une période difficile, on apprécie ce qu'on a. Je suis donc très heureux là où je suis.